à tous et bienvenue sur l'épisode de Critique biaisée. Et si, pour aller au taf, il suffisait d'éteindre son cerveau? Est-ce que vous appuierez sur le bouton? C'est un peu l'objet de la série que nous allons traiter aujourd'hui avec mes 4 compères. Nous allons parler de Severance, la série un petit peu hype, un petit peu trendy depuis 2 ans, saison 2 sur Apple TV+. Nous allons l'évoquer, nous allons essayer de voir ce qu'en pensent les différents participants de Critique biaisée, ce que nous avons adoré, ce que nous avons détesté, est-ce que la saison 2 est une master chiasse comme nous avait promis Benjamin, aka Fumby. Mais tout d'abord, un petit tour de table et une question pour vous introduire mes convives. Si vous vous sépariez de votre vous du taf et de votre vous perso, est-ce que vous le feriez? Benjamin, est-ce que tu te séparais de qui tu es pour aller taffer ou est-ce que tu le fais déjà? Peut-être. Bonjour. Eh bien, Bonjour. Étant schizophrène de nature, évidemment, j'abandonne tout de suite mes personnes. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, Thomas. Je ne le ferai pas. Je trouve que c'est une idée absolument merdique. Et je suis assez étonné d'ailleurs que dans la série, ça prenne, on va dire. Mais on va en parler tout à l'heure. Ah, tu dois vraiment être de ceux qui détestent l'intelligence artificielle, toi. Très bien. Déteste l'intelligence tout court. Oui. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu n'es pas le Romain qu'on connaît, mais le Romain qu'on ne connaît pas? Un Romain plus sympa, peut-être? Un Romain qui pleure? Un Romain qui a des émotions? Je suis sûrement pire dans la vraie vie, je pense. Non, je me dissocie jamais. J'aime trop emmerder les gens. J'aime trop faire chier mes collègues. Ça serait vraiment une joie pour moi. Donc, un plaisir. Je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Non. Il paraît que certains de tes collègues nous écoutent régulièrement. Bonjour C'est à vrai. eux et nous serions heureux qu'ils commentent dans leur story ou dans les commentaires Spotify, parce que je crois qu'on peut commenter, ou j'en sais Ça va plus être rien, long. Ouais, on peut. Ouais. ou YouTube. N'hésitez pas à dire si Romain est bien différent que celui du podcast. Olivier, es-tu différent quand tu travailles de l'Olivier qui gambade en vélo sur les bords du canal du Midi? C'est une bonne intro à répondre. C'est une intro de type faites entrer l'accusé quand même. Oui, ça fait un peu ça. J'ai travaillé. Si tu demandais, voilà, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu demandais à mes voisins, ils te diraient que j'étais un type sans histoire. Nous avons donc un deuxième psychopathe autour de la table aujourd'hui. Ça me fait très plaisir que Fumby, Benjamin ne soit pas seul. Pierre, est-ce que tu te sens différent parfois? Est-ce que ton toi de Ini est ton toi de Outi? Alors, oui, très clairement. Et alors, moi, je fais partie, je pense, contrairement à Fumby, de ceux qui comprennent un peu le raisonnement du truc. Parce qu'il y a plein de moments où je me suis dit, j'aimerais bien là pouvoir me dissocier complètement pour faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et après, me concentrer sur ce que j'ai envie de faire moi. Et franchement, je comprends absolument le concept. Après, quand tu y réfléchis un minimum, et ce que montre la série et le côté empathique que tu peux avoir mais avoir un moi dont la vie c'est de faire tous les trucs qui m'emmerdent, c'est un peu cruel quand même. Et du coup, ouais, voilà quoi. Moi, c'est un peu mon rêve. C'est un peu mon rêve et c'est ce que je fais faire à ChatGPT. Donc, pour le coup, j'ai l'impression que mon Ini est en fait juste Open AI. Bref. Très cool. Mais écoutez les amis, peut-être une petite description de ce qu'est cette série, même si elle est effectivement extrêmement connue. Généralement, on fait une petite description par le dernier arrivé dans le podcast. Eh bien, vu que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, et que Olivier nous avait pas fait l'honneur de sa présence, Olivier, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Sévrance et qu'est-ce que cette série magnifique ou merdachique? On verra ce qu'on en pense. Et c'est là qu'on voit si Olivier a vu non la série. Je réserve mon avis pour tout à l'heure. Hein. Alors la série c'est quoi? Déjà une série hyper lente puisqu'il faut 3 ans entre les 2 saisons. Mais grosso modo, on rentre dans un univers qui est assez proche du nôtre, mais pas tout à fait le nôtre. Et le principe de départ, on l'a un petit peu appelé, on l'a déjà un petit peu nommé, c'est la dissociation. Donc en fait, les gens qui travaillent dans cette entreprise acceptent de mettre une petite puce dans leur tête qui va leur permettre effectivement, dès qu'ils passent le pas de la porte, d'avoir plus du tout conscience de qui ils sont à l'extérieur, plus aucun souvenir, etc. Pour celui dès qu'il repasse le pas de la porte, celui de l'extérieur n'aura aucune conscience de ce qui se passe pendant la journée de travail. Et donc c'est en fait comme si on vous divisait en 2 personnes, 2 individus différents, complètement hermétiques ou pas. On en parlera. C'est ça le concept de la série. Évidemment, c'est une série à mystère, donc il se passe un peu plus de choses, il y a un peu plus de questions, mais grosso modo, c'est ça. Très cool, très cool. Effectivement, un concept fort et puis derrière ça brode et ça crée des intrigues et ça crée des mystères et
on va sans doute les aborder puisqu'on a envie, enfin, ce serait très cool qu'on aille un petit peu sur les théories. Moi, j'ai un peu creusé et je trouve que c'est assez fascinant. Pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça développe un imaginaire sur Internet qui est assez véloce. Donc, c'est assez cool. Assez véloce, assez velu, c'était ça que je voulais dire. 2 mots que Milkshake aurait pu sans doute combiner, mais que je ne peux pas faire. Pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense qu'il y a une team un petit peu hype, un petit peu genre, c'est magnifique, c'est de l'œuvre d'art, c'est le Apple de la série. Et il y a une team qui est un peu en mode putain, est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire un remake de Lost, quoi ? Et moi, c'est un petit peu la peur que j'en ai. Après, pour une série Bon. Apple, que ça soit le Apple de la série, je pense que ça colle. Et c'est On pour est, ça. Après, vraiment, après Mais c'est- voilà, c'est mon C'est avis. quand même marrant parce que tu dis le Apple de la série comme si c'était un compliment, mais c'est dur quand même. Hein. Ah, pas vas-y, Pierre. forcément. Du coup, l'appel de la série pour toi, ce n'est pas bien. Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu Ah non, penses, non, Séverine non. En vrai, Tu j'ai l'as vu bien d'une aimé. traite en plus, toi, je crois. T'avais pas regardé Moi, les deux principes. j'ai vu d'une traite, effectivement. J'ai commencé la semaine dernière et j'ai bingé sur les derniers jours parce que la date fatidique arrivait. Et Je te partagerai des techniques pour ça. ouais, avec plaisir. Est-ce que c'est ton unique à regarder, du coup, Severance, ou tu l'as vraiment Eh ben, regardé ? Alors, au début, je me disais j'aimerais bien. Mais après, au final, je me suis un peu pris au truc et il y a une vibe, effectivement, et ça surfe beaucoup sur le côté mystère qui marche bien. J'ai trouvé à des moments que ça pataugeait un peu sur la lenteur et il y avait des trucs où je trouvais que ça avait du mal à se trouver, où tu comprenais pas pourquoi ils partaient dans certaines directions. Et je pense qu'il y a des trucs où ils se sont perdus en cours de route, mais bon, enfin, après, c'est compréhensible dans le setup du truc. Mais par contre, en termes l'ambiance qu'ils arrivent à dégager, les personnages, tout le truc qu'ils essaient de mettre en avant fonctionne très bien. En fait, il y a un engrenage qui t'entraîne dedans et qui te prend. Je sais pas, il y a un truc vraiment qui fonctionne bien, quoi. Et je trouve aussi que c'est très porté par les personnages et par les acteurs qui ont des performances, mais alors phénoménales. Et en plus, on n'arrête pas de le citer depuis tout à l'heure, mais Milchuk, par exemple, enfin, j'ai juste envie de le voir danser tout le temps, quoi. Il est incroyable dans toutes les scènes où c'est il le est. GOAT. C'est celui qui rattrape la saison 2 pour moi, mais on en reparlera. Ouais. Benjamin, donc Pierre plutôt team hype, enfin plutôt team Alors, ok, tu vois, j'ai bien aimé. Moi, je suis entre les deux, je pense. Il y a des trucs que Ok. j'ai bien aimés et des trucs que j'ai moins bien aimés. Très bien. Benjamin, est-ce que tu confirmes ton avis un petit peu explosif qui a fait parler de critiques biaisées sur les réseaux, le trending topic sur X, l'intégralité des messages Instagram qu'on recevait était soit des fans de Twilight désespérés par l'avis pété de Romain, soit par ton avis sur Severance. Benjamin, est-ce que tu confirmes ? Est-ce que cette fois, tu as pris le couteau à beurre et tu as fait des malices avec ? Non. Alors écoute, pas de malice au couteau à beurre cette fois-ci, mais non, mais je sais pas. En fait, c'est compliqué pour moi d'émettre un avis, de poser là-dessus parce que la saison 1 m'a vraiment pris. Je trouvais ça innovateur, intelligent, bien écrit, les personnages étaient profonds. Il y a plein de trucs que j'ai aimés. Et j'arrive à la saison 2 et je commence à voir un mec qui commence à coudre des chaussettes entre elles et à balancer de la sauce tomate dessus en disant voilà une œuvre d'art. Non, bah non, enfin tu continues à être intelligent, sois pas artsy, tu vois. Et après vous allez sûrement pas avoir le même avis que moi, ça va être intéressant, mais en fait j'ai l'impression on m'a servi une très bonne soupe avec des tu sais des petites pâtes en forme de lettres. Et j'ai bu le bouillon, à la fin j'ai mangé les pâtes et en fait c'était de la merde, tu vois. C'est pas ça, c'est... Oh waouh. Je me Alors, demandais où il allait avec sa métaphore. T'aurais pu faire écrire merde avec les lettres. Souvent. T'aurais pu être un peu artsy, justement, Benjamin. Là. J'aurais pu être arty. Mais pour te répondre, Pierre, ça va souvent dans les chiottes. Voilà. Non, mais c'est une belle métaphore de ce que tu dis, c'est parce que tu nous soulèves le mixeur avec ta soupe et tes pâtes en lettres, et puis pour nous balancer un truc, au lieu de partir dans une métaphore de la vie, de la merde. Et franchement, c'est un cours de narration, je pense. Très bien. Non, mais du coup, ça confirme certains points. Ok. Olivier, avis extrêmement opposé, comme tu le laissais entendre dans les méandres de notre préparation, ou, à l'inverse, toi, les lettres écrivent un autre mot, quelque chose de plus joli. Bon, je suis affligé. Je suis affligé par les avis que je viens d'entendre. J'ai l'impression d'avoir entendu ce que ChatGPT 1 devait écrire, j'imagine. C'est-à-dire, ça mettait des mots, mais ça n'allait nulle part. Un peu comme la saison de Séverance, mais bon, Mais- pardon. Pourquoi on l'a réinvité, en fait? Je suis curieux. On l'a pas invité. Je suis Ah, merde. curieux. J'ai vu la lumière. Je suis rentré. Il a son rond de table. Non, je suis vraiment curieux de mieux comprendre votre avis. Moi, mon avis est dithyrambique. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et j'ai encore plus aimé la saison 2. Et
même si je peux y reconnaître quelques défauts de rythme, ça je veux bien l'accepter. Au-delà de ça, je trouve que, par exemple, tu vois, Bill il vient de parler de l'intelligence de l'écriture. Je trouve que c'est tout aussi intelligent. La profondeur des personnages, si tu la sens dans la saison 1, moi je trouve qu'on la sent encore mieux dans la saison 2. Il laisse du temps à plein de choses, etc. Même ce que vous disiez, vous avez plusieurs fois comparé à Lost, et je me dis, pour moi, c'est l'inverse de Lost. C'est-à-dire, on est déjà, spoiler activated, on est déjà à la fin de la saison 2, ils ont déjà répondu à 80% des questions des 2 premières saisons. Est-ce qu'ils ont ouvert des nouvelles portes? Est-ce qu'il reste plein de choses à explorer? Oui, mais énormément de choses, de ce qui se passait et de pourquoi ça se passait, ont été répondues. Il y a même eu des résolutions sur plein d'arcs narratifs. Donc, tout l'inverse de Lost qui n'a fait qu'ouvrir des portes pendant 8 ou 9 saisons sans jamais en fermer aucune. Donc justement, je trouve qu'ils ont une... Enfin voilà. Donc j'ai adoré l'expérience. Ok, Attention que Vas-y. dans Lost, quand même, à la fin, on a la réponse à tout. La sainte église de Dieu, c'est quand même... Attention, tu peux pas... C'est pas la tête, c'est pas dans la tête d'un canard. Je croyais qu'on avait statué sur ça dans Lost. Mais avant de commencer les débats, parce que du coup, effectivement, je suis curieux de savoir ce que ça a résolu, puisque quand je me suis remémoré pour préparer le podcast, les questions que j'avais encore en saison 1 restent en saison 2. Mais du coup, je serais assez curieux de voir ce que t'as vu, Olive. Romain, toi qui es généralement un petit peu le saint-père de la médiation, qu'as-tu pensé de Sévrance, toi? Est-ce que du coup, t'as été happé par le côté artsy, t'as pleuré sur la scène de la fin, enfin... Première fois que je pleure, c'est ça. Non, c'est mon rêve. Alors, j'ai un problème avec cette série, c'est que j'aime bien, mais ça me fait pas ressentir grand-chose. J'ai pas un avis énorme sur cette série. Je savais pas trop quoi dire, en fait. Je l'aime bien, mais elle me fait pas trop réfléchir. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me sortir des théories. Ça m'intéresse. Je crois que ça m'intéresse pas d'en chercher. Et j'ai un avis vraiment bizarre, cette série. D'un côté, toi, visuellement, ça impressionne, je trouve. C'est vraiment impressionnant. On a des performances d'acteurs qui sont vraiment très cool. On approfondit les thèmes de la dissociation, tu vois, de l'identité. Et ça, je trouve ça chouette. Après, je trouve qu'on s'est un peu perdu là en rythme. Vraiment, des fois, c'est laborieux. La saison 2, je trouve que le rythme, il est dégueu par moment. Et là, ça me perd et ça m'a... Voilà. Et puis, il y a des mystères qui s'accumulent, même si Olivier, il trouve qu'on en a résolu 8 sur 10, là. On a accumulé des mystères dans la saison 2, mais pour le coup, la structure, moi, elle me rappelle Lost. Enfin, je suis assez d'accord sur le principe, même si Lost, c'est l'enfer niveau mystère, mais je sais pas. Je trouve qu'on a perdu un peu en cohérence de la saison 2 et en impact un peu émotionnel, tu vois. Mais après, le final est cool, mais ça, c'était sûr, de toute façon. Donc, je sais pas. Je me suis un peu perdu dans cette saison 2, je pense. Même si, voilà, j'aime bien, il y a eu des trucs très cool. Donc un peu mitigé, un petit peu perdu. Tu sais pas, tu l'aimes bien, mais tu sais pas pourquoi tu la regardes. C'est effectivement, ça, ouais. les théories, tu t'en fous. Hein. Ok. Je comprends. Non, moi, effectivement, je les cogne un petit peu comme étant le Lost 2.0. C'est vrai que pour moi, j'ai cette même impression d'ouverture de portes sans cesse, en fait, que c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression d'être dans le labyrinthe de Lini Flore et qu'ils ouvrent des portes et il y a des nouveaux projets à chaque fois et qu'ils enferment quasiment aucune. Alors, ils te parsèment le truc d'apprentissage, de petits bonbons, en fait, qui viennent satisfaire ta curiosité. Mais au final, je sais toujours pas pourquoi ils sont là. Je comprends toujours pas ce culte. Même les projets autour, il y a des théories, tu vois, mais il y a rien qui est acté. Et du coup, quand tu dis ça a répondu à des choses, ouais, on a appris un petit peu l'humone, on voit que c'est une interprétation, on a vu les effets sur le réel, etc. Mais à quoi ça sert? Pourquoi, tu vois? Et moi, j'ai cette peur un peu, parce que Lost, c'est pareil, ils résolvaient des mini-intrigues par saison qui te faisaient tenir. D'ailleurs, moi, j'ai tenu 7 saisons, je crois, dans Lost. Je sais pas si je tiendrai cette saison dans Severance, tu vois. Et souvent, je me suis retrouvé dans cette saison 2 en mode, ouais, mais là, les gars, vous allez trop loin, what the fuck, quoi. C'était quoi cet épisode? Qui est magnifique. À chaque fois, je suis transcendé par ce côté un peu Apple, quoi. L'épisode qu'ils font dans la neige, là, où ils vont tous en off-site pour faire Kumbaya, etc. C'est génial. Il y a des trucs qui rattrapent clairement la série, mais j'ai cette impression Lost. Donc, je suis curieux de voir un petit peu, Olive, pour revenir à toi sur ce côté, ouais, qu'est-ce que ça a résolu? Pourquoi tu as trouvé cette saison 2 meilleure? Et qu'est-ce que ça t'a amené, quoi? Peut-être. Si, Olivier, tu veux bien le dire. Ou pas? Ok. Allô? Non, j'ai pas entendu Romain. Il a fait un AVC. Non, mais Romain disait rien, je crois. Si, Romain, pardon, en fait, j'étais mute. D'où le problème. Non, je demandais, du coup, est-ce que t'as aussi trouvé la saison 2 meilleure que la première, du coup? Moi? Ou Olivier? Non, Olivier. Ah oui, ok. Olivier, du coup. Je pense que c'est dur pour moi, c'est dur de comparer les deux dans le sens où la saison 1,
c'est toujours, tu sais, quand tu découvres un monde, quand tu découvres un nouveau monde, en fait, chaque épisode, chaque nouveau truc, etc., t'en as encore la curiosité et tout est nouveau. Et comme là, ils ont fait, je trouve, un très bon travail quand même de DA et tout, où tu sais pas trop pourquoi on dirait entre les États-Unis et l'ère soviétique et qu'il y a tu vois, une espèce de rétrofuturisme et en fait, t'as plein d'éléments comme ça qui sont un peu étranges et dans la première saison, c'est charmant parce que tu sais la découverte. Dans la saison 2, t'as moins ce côté, je découvre l'univers, et donc t'es beaucoup plus, je trouve, en interaction avec ce qui s'y passe et la narration, du coup. Et donc, je peux comprendre que les défauts de rythme, par moments, soient gênants. Mais par exemple, donc moi, encore une fois, je trouve qu'ils ont fermé plein de portes, et je trouve que dès l'épisode 1 de la saison 2, tu sens le changement un peu de narration parce que, euh, pendant la première saison, si mes souvenirs sont bons, l'essentiel des épisodes, c'est soit tu es à l'intérieur, soit tu es à l'extérieur, mais tu es rarement dans les deux. Et dans la saison 2, on est souvent dans les deux, et même dans le premier épisode, donc après le cliffhanger de la fin de saison 1, t'arrives direct avec Marc qui revient, on lui dit oui, ça fait des mois que les événements se sont passés, mais tu vois des espèces de... On voit Milchick qui montre une qui n'a ni queue ni tête. Et tout de suite, dans l'épisode ou juste le second, il détricote déjà que l'humain est en train de raconter des bêtises. Ce qui est quand même nouveau par rapport à la saison 1 où tous ces trucs, on les laissait planer beaucoup plus. Et donc, moi, je trouvais que rien que ça, en termes de mise en scène, c'était une manière de montrer que, OK, on va fermer plus de portes et on va progresser un petit peu plus vite en termes d'arc narratif. En tout cas, ce qui arrive au personnage, on va beaucoup plus avoir des passages d'étapes. Alors que la saison 1, moi, il m'a fait la sensation d'une très longue exposition. Ah, une intro. Donc, c'est marrant que vous l'ayez préféré à la saison 2, parce que je trouve qu'à la saison 1, moi, j'ai pas dit que j'ai préféré la saison 2, mais c'était ma question par rapport à toi. Je préfère la saison 2, je pense. Non, mais arrêtez, vous l'avez tous dit. Maintenant, ah ouais, moi j'ai détesté la saison 2 par rapport à la saison 1. J'ai commencé par la saison 2. Alors, du coup, Pierre, du coup, t'es d'accord avec ce truc-là toi qui as vu les deux en plus conjointement, t'as senti ce changement de rythme assez fort? Alors, dans les avis qui ont été donnés, je pense que je suis plus proche de celui-ci, en effet. Il y a des trucs où je suis d'accord, et notamment sur la façon dont ça change sur la saison 2. Et moi, un truc qui m'a plu, justement, c'est le shift qu'ils ont fait. Parce que je trouve que tu as beaucoup de séries ou de films ou d'œuvres qui font cette erreur de démarrer sur un truc mystérieux, qui te happe un peu avec un univers intéressant, pour ne pas savoir quoi en faire. Et c'est la plus grosse difficulté. Et moi, j'aime bien la direction qu'ils ont prise avec ça. Et effectivement, je trouve qu'il a tout à fait raison sur le côté où t'es beaucoup plus dans l'envers du décor dans la saison 2. Et il y a plein de trucs que tu découvres au fur et à mesure. Alors oui, t'as pas toutes les réponses. Et oui, il y a des trucs qui sont volontairement encore floutés. Mais je pense que c'est normal dans la structure narrative qu'on a maintenant. Et avec la saison 3 qui arrivera à un moment. Et tu commences à avoir les pièces du puzzle, mais il te manque les coins et tu sais pas encore comment tout fit, etc. Tu sais pas pourquoi ils ont fait leur projet, qu'est-ce que ça amène Cold Harbor, tu comprends pas tout à fait, mais tu sens la direction où ça va et t'as juste besoin de ça, de ce côté émotion, de qu'est-ce qui se passe, quoi. Je dirais que tu le sais pas au départ de la saison, mais à la fin de la saison, ils le disent quand même. Ouais, mais c'est un peu flou de... Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pourquoi ils font ça? Les disent notre rôle et notre mission, c'est d'éradiquer la souffrance. Et grosso modo, ce qui te montre, c'est que, notamment dans le super épisode où il te montre la vie de couple et il te remontre Gemma, c'est qu'il te montre que elle a pas été splittée en 2 personnes, mais en 25 personnalités. Ouais, okay. Donc chaque dossier est une nouvelle personnalité qui est un trauma, un trauma ou un truc qui est de l'ordre de la souffrance. Et il me semble que ce qu'ils testent pendant la saison 2 pendant les 2 saisons sur Gemma, c'est l'étanchéité de leur protocole de dissociation. C'est-à-dire, est-ce que si je la mets dans une situation, donc ils lui font... Et donc, par exemple, quand vous dites qu'ils se sont perdus dans la saison 2, j'étais là, bah non, pas du tout, parce que pour moi, toute l'écriture est super intelligente, parce qu'on voit qu'elle déteste écrire des cartes de Noël, et on voit une pièce où elle fait qu'écrire des cartes de Noël avec sa mauvaise main, qu'on t'a montré juste avant que sa main, c'était la main droite. On la voit, etc. Et dans l'épisode final, du coup, l'espèce de test ultime pour voir si la dissociation est vraiment étanche et s'il n'y a aucune parcelle de l'outil à l'intérieur de Lily, c'est tu vas devoir démonter le petit truc de bébé, qui est probablement le trauma le plus frais et le plus énorme par lequel tu es passé au début du truc. Et donc, en fait, là, tu as une réponse. Pour moi, la raison de Cold Harbor et qu'est-ce qu'ils essaient de faire, c'est plutôt très clair. Il me semble. Alors, pas vraiment. Oui, mais pas que, parce que c'est pas le seul point, en fait. Parce que t'as cet aspect-là qui est intéressant, mais pourquoi ça veut dire qu'elle va mourir?
Pourquoi est-ce que... Parce que ils ont expliqué que s'ils la sortaient pas à la fin de Cold Harbor, elle allait mourir. Et tu comprends pas pourquoi. Alors après, moi, j'ai... Pareil, est-ce qu'ils ont dit mourir ou disparaître? Non, elle a dit mourir. Elle a tué. Mourir. She's gonna be dead. Ah oui, mot pour mot, mourir. C'est moi, c'est ce que j'ai entendu. Ils ont pas dit, il y a 2 heures. ils ont pas dit mourir, ils ont dit tuer. Donc, ils allaient faire disparaître les preuves. Ouais. Non, mais parce que pour moi, il y a le disent concept d'ego death qui s'applique à pas mal à la personnalité et qui peut correspondre à... Alors, l'ego death, c'est quand ton cerveau est mort, entre guillemets, ta personnalité. Non, ego, espace death, c'est un concept de psychologie, je crois, mais c'est l'idée que t'es mort à l'intérieur, quoi. Tout ton fonctionnement biologique fonctionne, mais ton cerveau, il y a un truc qui a décliqué, ta personnalité s'est effacée, ça s'appelle l'ego death. Et il me semble d'ailleurs que ce terme est cité dans la série à un moment. Ok. Ouais, mais là-dessus, pour prendre ce truc-là, alors j'ai pas de souvenir de ce terme-là ou quoi. Et en plus, ce qui est intéressant dans cette série, justement, c'est qu'on sait jamais s'il parle de l'INI, de quel INI ou de l'AOTI. Ouais. Donc, par exemple, moi, j'ai pas l'impression que c'est le processus qui entraînerait une quelconque mort, mais que peut-être ils ont plus besoin d'elle, quoi. Je veux dire, si le travail il est fait et qu'ils ont prouvé ce qu'ils avaient à prouver, ils peuvent peut-être passer à la phase d'industrialisation. Après tout, ça reste une entreprise qui fait, en gros, une phase de R&D et qui après potentiellement pourrait industrialiser. Après, c'était un peu dramatique la manière dont les AOT réagissent sur la mort potentielle de Gemma, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, non, il y a un côté qui est final, qui est apporté. Ou même, justement, la Cobel qui arrive et qui dit « Ah non, sortez-la maintenant, sinon elle va mourir. » Ouais, c'est pas trop tard. Sinon, elle dit oui, sinon ils auront plus besoin d'elle, ouais. Et potentiellement, ils vont la tuer. Mais est-ce que c'est choquant d'imaginer qu'une... potentiel, oui. Non, c'était pas du tout potentiel pour moi, pour le coup. Cobel le dit, mais on ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas dans quel... Pour aller dans ton sens, qu'une entreprise à la fin dispose de preuves d'autant plus cruelles, parce que le processus n'était pas franchement sympathique, en plus, pour dire, vas-y, on probablement a trouvé pas très légal, miracle, et pas très éthique, etc. On a trouvé la pilule miracle à la souffrance, on peut se référer à toute la crise des opioïdes, etc. Tout ce qui a amené ce côté... Comment il s'appelle ce médicament là, qui a donné cette crise des opioïdes horrible là. Sur lequel il y a eu des séries d'ailleurs vraiment cool, Dopsic, qui est une super série, qui traite justement de comment l'industrie pharmaceutique a mis ce message en disant la souffrance va disparaître et commence à engendrer la plus grosse crise des opioïdes aux États-Unis. Ouais. Donc est-ce qu'ils font disparaître ce truc-là avant de lancer ce chemin miracle dans l'espace? Oui, c'est pas tout à fait déconnant. Mais tu vois, preuve en est du débat. Et après, je serais curieux d'entendre Benjamin pour savoir si toi, ça t'a justement ouvert ou fermé des portes sur tout ça. Pour moi, il y a rien qui est résolu et rien de fondamental. Parce que justement, effectivement, on voit des choses, on en voit plus, mais on n'en comprend pas plus. Et moi, c'est bien de la reproche. C'est quoi les questions qui sont ouvertes alors? C'est ça que je me demande. C'est quoi les questions que vous avez? Juste sur ce sujet, juste sur ce qu'on vient d'évoquer, de la dissociation de personnalité, de la finale de Cold Harbor, pourquoi Mark est si nécessaire dans la reconstruction, la déconstruction de la psyché de Gemma dans le but de faire cette expérience, à quel point Cold Harbor, sur laquelle il travaille depuis un moment, est si fondamental, pourquoi ces deux-là? Pourquoi Gemma? Est-ce qu'elle était morte au début, puis ils l'ont ranimée? Est-ce qu'en fait l'accident de voiture était camouflé? Où est-ce qu'ils vont en fait, tout simplement? Et moi j'ai vachement... Qui est Kier aussi au final, ça reste un mystère. Toujours ce culte. Les fondamentaux de la théorie, mais les théories, je pense qu'on va les aborder, les lister juste après. Juste Benjamin, toi, est-ce que dans ce méandre qui t'a fait avoir cet avis un petit peu critique, biaisé, est-ce que cette ouverture-fermeture de porte ou ce manque de résolution t'a posé problème, ou c'est encore sur un autre registre? Non, moi c'est vraiment ça le problème. En fait, je vois pourquoi Olivier dit que ça ferme des portes, parce qu'effectivement, on a des réponses à des questions, on a du développement qui amène à des choses structurées et qui ont du sens. Mais en fait, pour toutes les portes que ça ferme, ça en ouvre autant pour moi. Alors, par exemple, on parlait de Gemma, on parlait du fait qu'elle allait mourir. Je vous rappelle qu'il y a le passage avec la chèvre. Alors, c'est peut-être moi qui ai complètement imaginé le dialogue, mais il me semble bien que quand il place la chèvre dans l'espèce de conteneur où elle va être sacrifiée, il parle d'accompagner l'esprit vers Kyr, que la chèvre doit être un gardien de l'esprit de Gemma vers Kyr. Donc, déjà, Gemma va mourir, puisqu'elle va être sacrifiée. Voilà. Oui, c'est vrai. La chèvre doit l'accompagner. Pourquoi la chèvre? Pourquoi la chèvre, c'est un élément de Kyr? Pourquoi ça fait partie de leur mythologie? On n'en sait rien. On a vu des chèvres un peu partout dans la série avant cette explication-là. Super, bon, il y a une chèvre, très bien. Pourquoi l'esprit de Gemma doit aller vers Kyr?
Est-ce que c'est un délire cultiste pour juste justifier son meurtre? Pourquoi à la fin Marc reste dans la boîte? Alors, je comprends pourquoi. Mais il s'enfuit dans un couloir où l'alarme est déclenchée, où ils savent qu'ils peuvent pas sortir. Ils vont faire quoi? C'est quoi ce final? C'est Fight Against the Dying of the Light. Il se bat parce qu'il veut continuer jusqu'au dernier moment, Oui. ça se comprend. Mais par contre, tu soulèves un truc où je vais faire un rapport avec ça, c'est que vous faites beaucoup la comparaison avec l'entreprise, mais pour moi, la saison 2, ce qu'elle montre, et ce qui m'a plu d'ailleurs, c'est que je trouve qu'il se détache vachement de ça pour partir sur le côté culte qui devient assez central et qui te montre que ça a shapé toute leur structure et toute leur entreprise de long et en large. Le management, c'est une espèce de caste qu'ils ont élevé eux-mêmes dans des villes fantômes où les enfants étaient envoyés dans des écoles spéciales et puis après sélectionnés. Enfin, t'as une espèce de vibe de culte qui est ultra poussée et je pense qu'il est vital à la compréhension et ce qui va se passer plus tard. Je pense que c'est ça l'aspect qui est énorme et le côté R&D pour créer la pilule et se faire du bénéfice, je pense que c'est un peu sur le side et qu'il y a leur truc de culte qui va devenir au centre et notamment toutes ces métaphores avec les agneaux, l'idée où peut-être qu'effectivement il y a un côté sacrificiel à la fin avec Gemma et qu'ils ont peut-être pas besoin de la tuer, mais je pense que ça se tourne beaucoup là-dessus et moi c'est un des trucs qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs. C'est ce que je trouve pour le coup le plus intéressant. C'est vrai que là, comme on est le point de départ de la discussion, ça a été est-ce que ça ferme des portes ou pas. Là où je trouve que ça ferme des portes, c'est essentiellement sur les arcs des personnages. Je suis d'accord que sur la toile de fond, il y a évidemment beaucoup de questions non répondues. Et ce que je trouve le plus intéressant dans cette série, c'est tous les niveaux de lecture, en fait. Ça faisait longtemps que moi, j'avais pas vu une série avec autant de niveaux de lecture. Parce que si on va au-delà de la critique du capitalisme, si on va au-delà du monde du travail, etc., de qui on est, de l'aspect performatif quoi, qu'on peut avoir dans le monde du travail, des choses comme ça. Moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu peux y voir... En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans ce processus-là et dans ce qu'il crée, c'est un peu une métaphore de la psyché humaine, avec l'idée du trauma et du subconscient versus le conscient, quoi. Où tu te dis, un peu, Lini, c'est... en fait, quand on vit un trauma ou une douleur, on a un peu cette dissociation de manière naturelle qui se fait dans notre psyché. Et d'une certaine façon, c'est comme si cette puce était capable de l'activer pour de vrai. Et du coup, ça pose des questions, je trouve, hyper intéressantes sur la psyché humaine. Moi, j'ai même vu un truc de presque de l'essence humaine, quoi. Du côté, moi, ce que je vois dans les INI, c'est un peu une métaphore de l'âge adulte, c'est-à-dire c'est un peu de ce dont vous parliez un peu dans Bref, etc., ou même quand je vous ai écouté sur Les Bronzés, où vous parliez du fait que vous vous reconnaissiez pas vraiment dans ces adultes-là. Mais je pense que nous, à notre époque, on a un peu cette idée de... en fait, je suis adulte. Pour la plupart d'entre nous, on a peut-être même l'âge de nos parents, à l'âge où ils nous ont eus. Et je me dis, putain, j'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Je suis complètement perdu. Je sais pas où je vais, je sais pas tout ça. Et finalement, les INI, c'est un peu ça. C'est un peu l'enfant que tu as en toi. C'est un peu cet être hyper vierge, naïf, etc. Et entre la saison 1 et la saison 2, d'ailleurs, on voit qu'il passe de l'âge de l'enfance à l'âge de l'adolescence, quoi, de la rébellion. Je trouve qu'on y voit aussi, évidemment, des sujets plus larges et sociétaux, comme l'effet de la tech, qui est à la fois un facteur d'émancipation, mais aussi de contrôle. La métaphore que tu viens d'évoquer avec des crises médicales et etc., qu'on a pu voir aux États-Unis, et la religiosité, quoi, voire la sectaire, qui est d'autant plus intéressante qu'aux États-Unis, tu as aussi tout un tas de mouvements religieux bien plus fondamentalistes et sectaires que ce qu'on a ici en Europe, type des scientologistes au fondamentalisme religieux, white suprémaciste, etc., etc. D'ailleurs, on voit la question de la couleur très légèrement abordée dans cette saison avec Milchik. Et bref, je trouve qu'il y a tellement de niveaux de lecture que moi, au contraire, je ressors tout le temps avec plein de questions. Ouais. Plein de trucs intéressants. Je suis d'accord et je reviens juste sur une parenthèse sur le côté pureté. Et je pense que c'est ce qu'ils illustrent aussi quand la femme de... comment il s'appelle celui qui rencontre du coup sa femme dans l'espace dédié. Merde, putain, j'ai perdu son nom. Dylan. Et du coup, sa femme qui tombe finalement amoureuse de Lini,
pour des raisons que je trouve de pureté ou d'enlever tous les problèmes de la vie que son Aoûti a par la force des choses, parce que tu vis des choses, tu te construis, t'as des traumas comme tu l'évoquais, et Lini, lui, est pur. Et finalement, ce qu'ils vivent au sein de cette salle bizarre et de ces interactions extrêmement cheloues, c'est la pureté de revenir à une personne sans trauma et vierge quelque part, tu vois, de toutes les casseroles, les choses qu'on a accumulées, mais qui font de nous qui on est maintenant, tu vois, des adultes, etc. Mais effectivement, j'aime bien cette exploration de ce canevas un peu vierge et sur lesquels on imprègne d'ailleurs des choses, parce qu'il leur imprègne un set de règles. C'est presque une expérience une expérience sociale, comme dirait notre ami l'âge des Poseblo. C'est vraiment une expérience sociale dans laquelle on prend des canevas vierges et on dit, voilà le set des règles qu'on te donne, et vas-y, interagis avec ça, avec tes émotions et avec ton évolution. Et peut-être une progression liée à l'adolescence. Et peut-être la saison 3 sera l'adulte qui viendra révéler peut-être quelque chose de plus et une résolution quelque part. J'aime bien cette grille de lecture, mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a énormément de choses. Moi, ce qui m'a gêné dans cette saison 2, et puis après, Romain, t'as pas beaucoup interagi. Je sais que t'es très circonspect de cette série, mais je te laisserai un peu la parole de ce que t'as aimé, ce que t'as compris aussi de la grille de lecture. Moi, c'est un peu ça, c'est que j'adore cette série. Franchement, j'adore cette série. Elle reste assez unique, et même si la saison 2 m'a déçu par ce côté, je suis un peu dithyrambique là-dessus, je la trouve quand même, elle est à part, mais je trouve que justement ils ont cherché à en faire un petit peu trop, et c'est un peu la reproche que j'ai, si j'enlève le chapeau peut-être too much, la reproche que j'en ai, c'est justement un peu trop, quoi. Et choisissez vos batailles, allez un petit peu plus en profondeur de certains sujets pour résoudre un petit peu, parce que effectivement, après, tout est propice à l'interprétation et ça en fait une série géniale dans son essence. Mais pour moi, c'est un poil trop. En tout cas, voilà, j'aurais aimé en avoir un peu moins, mais qu'on m'en donne un peu plus dans certains détails. Romain, toi, c'est quelque chose de... Enfin, vas-y, Olivier, avant, peut-être. Non, j'ai une question et ça peut être un peu pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un avant-après Lost ? S'il n'y avait pas eu Lost, est-ce que tu penses que... Tu vois ce côté, vous en faites un peu trop, ça va un peu dans trop de directions. Sûrement, est-ce que vous l'auriez ressenti pareil? Non, pas du tout, pardon. Ce que je veux dire, c'est que Lost a été une série pilier pour le Donc reste c'est un trauma des pour vous. C'est pas un trauma, c'est une étape. Mais est-ce que il y a des séries de construction. Ton Nini qui n'a pas connu Lost, il dirait... Qu'est-ce que tu penses qu'il penserait de cette série ? Mais c'est génial, et à la fin il dirait mais en fait t'es dans la tête d'un canard et c'est all over again. Non, je pense que Lost pour le coup a amené une forme de trauma, et puis après Romain parce que tu l'as vu Lost, et je pense qu'on a vécu un peu cette évolution des séries. Je pense qu'il y a quelques séries structurelles dans le monde des séries qu'on fait maintenant la série moderne. Je pense qu'un jour on pourrait faire un état de l'histoire des séries, et Lost en fait partie. Je pense sur ce côté il y a eu un avant, un après, qui a un build-up monumental. Je pense que c'est dans l'histoire des séries quelque chose qui m'a amené le plus de questionnements et qui m'a fait comprendre qu'une série dans une œuvre ça pouvait être à ce niveau-là, mais en même temps qui m'a extrêmement déçu, et c'est pour ça que j'ai introduit le truc en disant je veux pas que ce soit un Lost, comme effectivement un trauma d'Aoûti qui ne veut pas revivre ce truc-là et qui démontrait volontiers ce lit de bébé Lost sur la plage avec une orange dans la bouche, tu vois, ce serait un peu ça. Romain, toi, Lost, c'est un truc qui t'avait marqué à l'époque? Mais Lost, je pense que ça a marqué tout le monde. On attendait tellement de cette série, et moi, Lost, la question que je me pose, c'est si ça sortait maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Parce que Lost, c'est quand même 121 épisodes, quoi. On a passé 121 épisodes, ça n'existe plus. Maintenant, on a des saisons de 10 épisodes, voilà. En 40, 50 épisodes, c'est terminé, même en 5 saisons, tu vois. Là, 121 épisodes pour avoir une fin comme ça. Quand j'y pense, le temps que j'ai perdu. Alors, j'ai quand même kiffé un peu, mais putain, c'est fou, quoi, Lost. C'est vraiment de saison 7, hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein. Et l'offre était beaucoup plus faible à l'époque. Il y avait pas autant de séries. C'est vraiment le début des séries, globalement. En vrai, c'est un peu... Il y en a toujours des comme ça. Hein. On est moins exposé, c'est moins ce qu'on cherche nous, mais il y a plein de gens qui regardent des séries en mais qu'on pas raisonner autant. Par exemple, c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ce. Je trouve que c'est pas Lost au sens où je trouve qu'il y a plus de profondeur d'écriture, il y a plus de layer, il y a plus de niveaux, et donc les mystères sont pas gratuits. C'est pas juste il y a un ours polaire. Tu vois non mais c'est clair. Non mais Lost, il y a un bruit dans la forêt. Évidemment. Lost, la résolution ne sera pas aussi molle que celle de Lost. Ça va pas être une arnaque narrative pareille. C'est pas possible. Ça se résume à ça. On sait pas. On sera peut-être déçu parce que dès que, en fait, toute œuvre qui crée de l'attente, de facto, il y a quand même de fortes chances qu'elle te déçoive. Donc on pourra être déçu, mais je pense pas du tout que ce sera le naufrage entre guillemets qu'a pu être Lost, parce que Lost, franchement, il y avait beaucoup d'accumulation de trucs
qui était gratuit, en tout cas en tout cas de ce que j'en retiens. Je sais pas si je le revoyais, si je le penserais comme ça, mais de ce que j'en retiens, c'était assez gratuit. Là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'intelligence dans plein de ces mystères, qui sont que ça en fait un monde, effectivement, dont on a vu qu'une toute petite partie, et effectivement, on ne voit que ce qui se passe quasiment à l'intérieur de l'entreprise. Quasiment très très peu. C'est la première saison où on sort des bureaux, en fait. Donc, je me dis, moi, j'ai confiance dans l'idée que ça va être plus grand, plus intéressant, et tous ces niveaux de lecture font que moi, ça me rattrape, parce que je me pose plein de questions éthiques, philosophiques, etc., à chaque fois que je regarde, et que j'arrive à être en empathie aussi avec ce que ça veut dire pour ces personnages-là. Et typiquement, c'est pour ça que moi, la fin de l'épisode de la saison 2, la fin de la saison 2, je comprends tout à fait le choix qu'il fait, quoi. Ça me paraît complètement. plus que naturel. Oui. Et puis, Benjamin, je peux rebondir dessus. Ouais, vas-y Pierre, et puis après Benjamin, Juste... sur la fin de l'épisode, c'est toi qui le mentionnais, donc je suis curieux d'avoir ton take. Vas-y Pierre. Là où je suis très d'accord, et enfin, je le dis assez souvent, mais moi, ce qui me parle beaucoup dans les séries, ça va être les personnages. Et là où ils font un travail qui est exceptionnel sur tout le côté de leurs émotions, de leur personnalité, de leur évolution, et ça t'attache beaucoup. Et là où je suis d'accord, et je trouve que ça marche très très bien, et c'est qu'ils font pas l'erreur, je trouve, de s'attacher au concept initial de façon exagérée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu l'impression constamment de regarder une critique du monde de l'entreprise et du capitalisme. Alors oui, c'est sous-jacent, mais en fait, à un moment, ils trouvent une histoire qu'ils racontent et l'histoire, elle est belle. Les personnages sont beaux ou pas, mais c'est ça qui fait leur intérêt. Et leur évolution, tu as envie de savoir ce qui se passe, tu as envie de comprendre. Et le monde qu'ils ont bâti est un canvas, et justement, avec ces mystères qui, certains resteront sûrement et qui sont compréhensibles et nécessaires, je pense d'ailleurs, même pour donner de la cohérence au monde. Et au final, je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre à sortir de ce concept et à l'exploiter pour pas purement pour faire une critique du monde ou quoi que ce soit, mais pour raconter une histoire. Et ils racontent une bonne histoire et ils la racontent bien. Et moi, c'est ça qui m'a plu, je pense. J'entends. Et surtout sur l'écriture des persos, pour le coup, c'est absolument fantastique. Et la dualité rajoute carrément les choses. Et le cast est incroyable. Ils les jouent tous à la perfection, quoi. Enfin, les étoiles sont alignées sur les persos et le cast, quoi. Toi, Benjamin, c'est un truc, malgré du coup ce côté un peu perdition de saison 2, c'est du coup, est-ce que tu comprends le choix, pour rebondir sur ce que disait Olivier, et est-ce que les persos, tu as un attachement aussi par rapport à eux? Moi, c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement bien écrit. Moi, j'ai du mal à m'attacher à eux, donc je suis curieux d'avoir ton avis. Moi déjà, j'aimerais rebondir juste sur un truc vite fait, c'est ce que disait tout à l'heure Olivier sur le côté cultuel un peu qu'on explore avec le côté un peu religieux de la chose, et rebondir du coup sur ce que vient de dire Pierre, sur le fait qu'on sort un petit peu de la critique de l'entreprise. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que 90%, si ce n'est 100% de la série parle de l'entreprise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, elle s'écarte jamais de ce thème-là. Il est au cœur de tout, même si jamais tu as des façons de l'approcher qui sont soit un petit peu métaphoriques, soit un petit peu... faut trouver le point d'entrée, mais tout parle de la culture de boîte, en fait. C'est une grande entreprise. La série nous parle d'une grande entreprise avec une façon de le faire qui est très éthérée. Mais... Et moi, je trouve que ça en reste intéressant, mais je pense pas qu'on s'en éloigne. Et vas-y, Olivier, je t'en prie. Je nuancerais ça en disant que, pour moi, il parle de l'autorité et des figures d'autorité. C'est-à-dire que tu peux y voir l'entreprise comme tu peux y voir un pays fasciste. Et tu sais, parce que le culte de la personnalité, le côté cultuel, le côté les cadres de cette entreprise qui n'ont pas vraiment d'opinion, il faut juste suivre le culte à la lettre, etc. Le vocabulaire. Tout un tas de cérémonies, de cérémoniales les qui peintures. sont hyper bizarres, les peintures, la propagande et tout. Donc en fait, pour moi, on peut aussi bien y voir une métaphore de l'entreprise et du capitalisme que du fascisme, et c'est d'autant plus une œuvre intéressante quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis, quoi. En fait, tout ce que tu viens de dire, c'est l'entreprise. Moi, personnellement, je travaille dans un grand groupe et je pense pas que ce soit leur volonté de créer une sorte d'ambiance un peu fascisante du tout, mais
Clairement, ne cite pas ton employeur, du coup, peut-être. Non, mais justement, c'est pas. Alors, je travaille pour une des sociétés d'Elon Musk. Je travaillais pour une grande boîte. Non, mais en gros, par exemple, dans la série, tu vois, ils sont tous Kyr compatibles au début, quoi. C'est vraiment, c'est Dieu. Tout ce qu'on te montre de lui, c'est vraiment du pain divin, quoi. Dans une grande boîte, c'est pareil. Tu rencontres ton méga boss. Tu sais pas pourquoi, tu le connais pas. T'as 80% des gens autour dans la boîte qui vont dire: ah ouais, on lui doit un respect éternel, faut absolument qu'on soit très obéissant, très gentil, très dans le respect et tout. Parce que l'autorité, c'est ce qui fait tourner cette espèce de soumission automatique et sans concession à l'autorité ou à la stature de quelqu'un, c'est ce qui fonde tous les grands groupes. C'est que si jamais à la base, et pas en admiration, en pamoison totale sur le dirigeant, ça marche pas, tu vois. Et toutes les grandes boîtes arrivent à te faire ça. Et Lumon, c'est vraiment ça, quoi. Ils voient Kyr, c'est oh là là, mon Dieu, Kyr, les principes de Kyr. Et les principes de Kyr, c'est ni plus ni moins que les règles d'une boîte. Hein. Enfin, mais c'est un parallèle à quoi? C'est pas été inventé dans les entreprises que tu viens de décrire, c'est la fondation de l'Église depuis des millénaires. Enfin, tout ça, c'est un reflet de tellement d'aspects de la société que le résumer simplement à l'entreprise, c'est ultra différent. La seule différence, c'est que dans l'entreprise, la personne que tu vénères, tu la vois. Il n'y a pas de côté un petit peu... Non, mais c'est pour ça que moi, je sors du monde de l'entreprise parce que peut-être je veux utiliser cette opportunité aussi pour parler de la figure d'autorité qu'est Thomas, ici, autour de la table, et de comment il nous traite pour le podcast. Les piliers de Thomas, mais tu vois, dès que tu as une figure d'autorité, tout pouvoir un peu culturel, c'est toujours très compliqué. Donc, si vous aussi vous voulez parler de Thomas... Non, mais j'aimerais bien utiliser un petit peu plus et sans doute faire une scène où je me déguise en chèvre et chacun d'entre nous pourrait avoir un masque et on pourrait manger des gaufres. Je pense que ça je serais ton berger. Ah, ce serait... Mais c'est un peu comme ça que je te vois, en fait, si je devais te décrire. Non, juste un point et sur le fascisme, et je suis d'accord, ça m'a rappelé les 12, les points d'Umberto Eco sur le fascisme, où sont décrits, en fait, en quelques points, qu'est-ce que le fascisme et ses règles. Et les deux premières, c'est le culte de la tradition, le refus du modernisme, le culte de l'action pour l'action. Enfin, tout y est dans ce qu'est un État fasciste, en fait. Non, exactement ce que tu viens de dire. Ça dépasse pour moi, et je suis assez d'accord avec ce point-là, ce qu'est une entreprise, même si le parallèle est assez évident. Mais là, on est bien sur un sujet métaphorique de une entreprise dans son essence, parce qu'en fait, c'est la base et ça qu'on traite, mais ça va un cran plus loin. On est bien, pour moi, sur une analyse d'un projet fasciste au sens pur du terme. Parce que si je liste les 14, il y en a 7 sur 10, quoi. 7 sur 14. On ne dépasse pas, mais on le piège en faisant fusionne. penser que ça va être de l'entreprise, en fait. On le fusionne, oui, bien sûr. Ouais. C'est que tout est fusionné, en fait. Faut pas penser qu'il y a une séparation d'eux. En fait, tout est interconnecté et tout est interchangeable. C'est ça aussi, je pense, le point de la série, c'est de dire que les grandes boîtes te créent une ambiance aujourd'hui ou te créent une situation de fait qui te rend, en fait, dans une situation d'état fasciste. Pour moi, tout est lié, en fait. Il n'y a pas de séparation claire. Et puisque tu en es dans tes citations, moi j'aimerais citer aussi quelque chose. La série m'a fait penser à une petite citation de George Orwell tirée de 1984. Ah, le point Orwell. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Putain, Benjamin, c'est beau. C'est beau. Hein. Franchement, j'ai tout ça pour nous dire qu'il veut démissionner, quoi. Voilà. Bon, écoutez, employeur de Benjamin. Il nous a fait une milkshake pour donner sa lettre de démission. C'est clair. Je nous fais une petite danse à la fin. Est-ce que Benjamin est un peu notre milkshake? Parce que du coup, il utilise beaucoup de mots, quoi. Tu vois, enfin bon, je peux pas balancer. C'est compliqué. Notre milkshake, c'est Romain. Ah bon? La figure de milkshake chez nous, c'est Romain, je trouve. C'est le mec qui a des petites pas de danse. Mais tu l'as jamais vu danser dans les intros. Il a toujours des. Je peux te dire qu'il fait pas du tout comme milkshake. Et les mots qu'il utilise, enfin. Sans vouloir t'offenser, Romain, hein. Mais bon, on n'est pas loin de toi. Oui, mais alors, je peux t'assurer que moi, quand je suis chez lui, il met du jazz et il commence à me tourner autour en me regardant et en dansant. Alors, j'imagine bien Benjamin faire ça dans une cérémonie, mais Romain, un petit peu moins. C'est pas... Pierre, je suis désolé, mais ça, c'est pas un mythique, c'est un Strauss-Kahn. C'est pas pareil. Ah. Alors, on est maintenant sur une... C'est quoi le rapport? Okay. Bah, mettre du jazz et danser autour de toi, n'essaye pas de... Mais Benjamin se raccourcit. Mais c'est ce qu'il fait dans la série. Je comprends maintenant pourquoi tout est relié à l'entreprise pour toi avec des raccourcis pareils, Benjamin. Ça peut pas aller. Mais non, mais bon... ça va pas. Ça suffit maintenant. Et sinon, mon pauvre Thomas, je n'ai même pas répondu à ta question initiale. Oui, réponds s'il te plaît. Parce qu'à un moment donné, ma figure de... Non, mais c'est là où tu vois que ma figure d'autorité... je vais revenir sur l'état fasciste, parce que par exemple, le rejet de la critique, la peur de la différence, tout ça n'est pas dans ce podcast. On s'en fout.
Vas-y, Benjamin, réponds, s'il te plaît. Je sais même plus quelle était la question. Mais je sais plus, moi non plus. Mais tout ça chers pour ça, auditeurs, chers Tu auditeurs. me parlais de la scène de Revenez fin. Il y a 10 minutes, faites un peu Bruce Lee, dites-le nous en commentaire. Voilà, Benjamin, est-ce que la fin, est-ce que tu t'y retrouves dans ce personnage et t'aurais fait comme Marc? Tu serais retourné voir ta fake femme ou ta vraie femme, je sais plus. Voilà. Non, mais je le comprends, le petit Marc. Moi, je comprends, j'aurais fait pareil que lui. Mais tout simplement, dans le cadre de la série, c'est mal amené, c'est mal expliqué. Je voudrais citer Orwell. J'aimerais citer un grand homme, Jean Lassalle, qui disait... Mais je suis pas d'accord, moi. Ah, sur les chèvres, oui, c'est vrai. Ah, je suis pas d'accord non plus. Olivier, je pense je que suis c'est pas mal d'accord, amené, en parce fait. que- rien. Moi, je suis Pourquoi presque c'est mal depuis amené 10 minutes. Mais c'est comme Sévrance, on est dans la saison 2 de Sévrance. Oh, Olivier, waouh. pourquoi Pour tu n'es moi- pas d'accord Pour moi, j'ai si dissocié, t'acceptes, Vous n'êtes pas Pour moi, d'accord si avec quoi? t'acceptes, Avec ce qu'il dit ou avec je comprends Avec ce rien. qu'il dit. C'est quoi Ouais, les ouais. questions, avec ce que de je toute façon suis. ce Ah qu'il ouais, vient ça, de c'est C'est sûr. dire, mal amené. ce qu'il vient de dire sur le Benjamin fait est que c'est mal mal amené, amené et c'est sûr. tout, si tu regardes les personnages en gros, si t'acceptes la logique que tu peux créer une espèce de nouvel individu en toi, pour moi, la saison 1, c'est l'âge de l'enfance. Ils sont ultra infantilisés, ils comprennent rien, ils découvrent tout, ils suivent plutôt l'autorité et vers la fin, ils commencent déjà à se poser des questions et à se rebeller. Là, on est dans l'âge de l'adolescence et en gros, ce Marc Ini, il a son premier amour. Et en fait, d'ailleurs, tout le dialogue dans la scène dans le dernier épisode, quand il dialogue avec Lauti et Lini, est super intéressant parce que Ouais. Lauti est super. Cette scène on va est dire, fantastique. Ouais, tu vois, on a un Naughty qui est très égoïste, de la même manière qu'il l'a créé de manière très égoïste, il lui demande maintenant de disparaître de manière très égoïste. Et en fait, d'ailleurs, c'est d'autant plus symboliquement fort que tout l'arc narratif de la saison 2, c'est est-ce qu'ils arrivent, en fait, ils testent les niveaux de douleur et de trauma de Gemma, ils essaient de voir est-ce que les barrières psychologiques que la dissociation permet tiennent, même avec le subconscient, même avec tout ça. Et on peut se poser la question parce que quand Marc vient secourir sa femme, malgré qu'elle soit à ce moment-là une autre personne et qu'elle ne le connaisse pas, elle décide de le suivre. Donc là, on se dit, semblerait que la barrière, elle tienne pas. Et en fait, on avance dans l'épisode et à la toute fin, quand il a enfin sauvé sa femme et que c'est donc le Marc Ini, lui, il dit, en vrai, j'ai beau savoir intellectuellement qui c'est, moi, je ressens rien pour elle. Celle pour qui je ressens quelque chose, c'est cette personne. C'est mon amour adolescent, c'est mon premier amour. Et du coup, même si c'est que 10 minutes de plus que je peux passer avec elle, je vais les passer. Comme Exactement. on aurait... Enfin, je suis curieux de savoir comment était votre premier amour adolescent, mais moi, il était passionné, tu vois. Ouais, et donc, pareil, j'aurais on courait fait le dans même des choix. couloirs, il restait 10 minutes, c'était la même chose. Dis-moi en plus, Olivier, sur cet amour passionné. J'ai couru et derrière, il y avait le CPE et j'ai dû m'échapper. Et la police. Non, mais moi, je comprends ça. Je suis d'accord avec ça. Je dis juste que c'est super mal amené. Mais comment c'est mal amené? Tu peux pas C'est ça l'amener que je au comprends sol. pas, moi. Qu'est-ce qui est mal amené? Parce qu'il court Parce et il aime que- pas les gens qui courent. Parce que j'attends Ah. intellectuellement de cette série plus que... en fait, je le savais que ça allait se passer, si tu veux. J'ai pas été surpris quand il l'emmène devant la porte et qu'il fait demi-tour. Mais ça, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il vient de tuer un des grands cadres de l'entreprise. Il l'a tué. Des fils, d'ailleurs, je crois, si j'ai bien compris. S'il Je dit que c'est sais- son frère à un moment. C'est pas trop, J'avoue, je j'ai crois, pas trop ouais, c'est un peu compris, flou, je lui. Est-ce qu'il a, je sais plus combien de centaines d'enfants, non, le gars? Il n'y a pas A une priori, histoire. c'est peut-être un des D'enfants ou fils, de ouais. chèvres? Moi, je suis perdu. Les deux. Non, de descendants. Il me Mais semblait qu'il y a en une- tout enfin, cas- je me rappelle plus. En tout cas, il a tué ce mec-là. Clairement, il a foutu tout le projet de la boîte en l'air. Il sait qu'il va passer 10 minutes avec elle, mais cette scène de fin où il court avec les alarmes qui se déclenchent et tout, moi, j'ai trouvé que ça faisait une scène d'exposition de film un peu cheap. En fait, Je pense c'est que une je pense que référence. c'est voulu pour le coup, mais Ouais, Ouais, c'est une je référence sais, à mais- Truffaut et Jules Ouais, Léchy et tous exactement. ces trucs-là. À toute la nouvelle... Non, c'est et vrai. Orwell. j'ai Mais non, cru c'est que vrai, pour le coup. c'était- C'est une ref à des vieux films Oui, des, années, des années De la 80. nouvelle vague Ouais. française. Ouais. Non, c'est vraiment le cas. Mais du coup, Désolé, ouais, je sais Benjamin, pas, moi, si ça tu me- manques de cette expertise, quoi. Donc, du coup, voilà. Non, mais après, c'est le problème, c'est que je suis un gros con inculte, quoi. Ça, c'est Non, mais c'est un peu le t'as- souci Ah, t'es global. peut-être Pour te Magnifique, donner en une fait. référence plus à ta hauteur, c'est à peu près la même scène qu'ils font dans la cérémonie d'ouverture des JO, où à un moment, ils ont le même truc. Quand tu sais, il y a une espèce de troupe et ils courent dans un musée. C'est exactement la même scène qui est mise en avant. Mais ça, pour Donc, les c'est JO, une on t'a référence pas à entendu, ça. Benjamin. On t'a pas entendu pour les JO. Tu t'en fous. Et puis crois-moi, il Alors, vaut mieux pas, hein. Ah bah, en fait, t'as pas aimé les JO. Tu fais partie de ces gens-là, Benjamin. À vous. Je garderai le silence. C'est mon Nini qui a pas aimé Ah, les non, JO. non, on y est, voilà, on y est, quoi.
Non, mais je suis d'accord sur la ref, et ça m'a rappelé aussi des trucs que j'avais pas la ref exacte, mais clairement, cette scène très longue, enfin, ça m'y a fait penser aussi. Je voulais juste revenir, on peut en parler pendant des heures, on est déjà, chères auditrices, chers auditeurs, à 49 minutes, mais je veux quand même prolonger ce bon, parce que cette série vaut le coup de continuer d'être exposée. On finira par les différentes théories, parce que moi, c'est ça quand même qui me fascine. Je disais, il y a encore plein de portes ouvertes, j'en ai listé plein, et je serais curieux d'avoir les vôtres aussi. Juste avant d'aller sur les théories, j'aimerais qu'on juste fasse un petit step back. Tu parlais des personnages, Pierre. Et ça, c'est un élément assez fondamental. D'ailleurs, ils sont montrés d'une telle manière, et j'aurais bien aimé qu'on fasse, chères auditrices, chers auditeurs, on filme aussi, aller sur YouTube, parce que je crois qu'on va mettre les films sur YouTube, on fait des shorts sur Instagram, etc. On voit nos têtes qui sont derrière ces voix magnifiques, vous pouvez le découvrir à chaque instant. Mais du coup, les personnages sont extrêmement bien représentés, notamment avec des zooms, on voit les pores de la peau, quoi. Donc c'est enfin, si vous avez une télé 4K, hein, évidemment. Pour que la jouissance ne soit pas cauditive, on vous invite à la regarder. Putain, le mec, il peut sortir en web, mais quand il sort du famille dans le thème, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est encore mieux, quoi. ChatGPT 1. Non, mais ChatGPT. Toi, je vais te retrouver. Bloqué un petit peu, mais. Et du coup, le point que je voulais faire, c'est les persos. Moi, les persos, j'ai un problème avec eux. Je les trouve super. Graphiquement, encore une fois, cette série est d'un esthétisme pur que je trouve absolument fantastique. Par contre, j'ai aucune émotion pour eux. Pourtant, j'ai de l'émotion, je suis empathique partout, tout le temps, tu vois. Mais sur eux, je m'en bats le steak. Franchement, qui meurt, qui leur arrive des couilles, je m'en fous, Benjamin. Tu veux qu'on parle des persos ? Mais on va parler de Milchik alors. Parlons-en. Parlons de Milchik. Alors, Milchik, sur Milchik, attention. Non, mais le perso le moins bien écrit de toute la série, soyons sérieux. Oh là, allez, je déconnecte. Je vais utiliser mon autorité suprême pour supprimer Benjamin. Non, et voilà. Non, alors ça, c'est pas l'autorité suprême, là. Dis-nous pourquoi, vas-y. Pourquoi Michi ? On avait un terreau fantastique pour créer une évolution de personnage intéressante. Le mec, c'est le produit pur de l'entreprise. Il se fait clairement remercier de tous ses efforts par l'acte le plus raciste possible. Regarde, tu appartiens à la boîte. On a refait tous nos portraits en mettant la couleur noire sur Kir. T'es content, hein ? Mais t'as vu comment il met ses trombones ? Ouais, mais quand même. Et les mots sont trop longs, je sais, mais tout de même, Olivier, tout de même. Mais tu vois, c'est ce mec-là. Bon, là, il commence à prendre conscience qu'il y a un souci quand même, qu'on se fout un peu de sa gueule. À plusieurs reprises, il aura des moments où il va prendre les paroles des Zini en se disant « Ah oui, peut-être qu'on est en train d'essayer de me baiser ». Tout le côté où on l'écoute pas quand il parle au téléphone avec les mecs, on lui coupe brutalement la parole, les représentants de la société l'ignorent, lui font sentir que c'est une énorme merde. Tout ça, tu sens que ça l'impacte. Il envoie chier son supérieur direct. Mais genre, littéralement, il lui dit d'aller se faire foutre. Ou je crois qu'il dit eat shit ou un truc comme ça. Et à la fin, quand la révolte éclate, quand l'évasion va se déclencher, les sirènes retentissent. Déjà, il est en train de faire sa danse de l'humiliation. Alors qu'il vient la scène d'avant de répondre un peu ironiquement à son méga boss, Kir, en lui envoyant une pique dans la gueule, donc qui montre encore une fois il se détache en fait de plus en plus de ce personnage de base qu'on a, mais à la fin, et ça sera sûrement pour la saison 3, mais je trouve ça dommage qu'à la fin de la saison 2, à ce moment où tout le monde se rebelle, tu sens, il se regarde dans le miroir, il est en train de faire le point avec lui-même, est-ce que c'est ça qu'il veut, est-ce que nanana. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste ultra corpo et il va quand même essayer de les arrêter. Ça aurait pas été approprié. Le développement de personnage, peut-être qu'il s'augure vers ça, mais je suis pas tout à fait sûr. Ça aurait été pas du tout approprié d'avoir un switch aussi naturel pour lui. C'est un produit de l'entreprise et il le montre encore. Il se détache de différentes manières, mais il reste sur le côté où non, mais vous comprenez pas à quel point je suis utile et il essaie de le montrer. Mais pour moi, peut-être qu'il se dirige dans cette direction et ça pourrait, comme par exemple Cobel qui est en train de se détacher complètement. Elle est complètement détachée, là. Ouais, mais qui est bien exécuté. En plus, j'aime bien ce genre de caractère d'arc narratif. Mais ça aurait été pas du tout approprié d'avoir ça avec Milchik maintenant. Mais juste, il les aide pas. Il les aide pas, ça aurait été too much et trop facile. D'accord. On coupe la scène où il se regarde devant le miroir pendant 5 secondes. On voit plus Milchik après. Là, ok, tu vois. Mais le côté où il va défoncer, juste pour donner une scène avec Dylan qui va faire, après le speech, qui va un peu s'opposer à lui avec tous les membres de la troupe de danse là, itinérante. Je trouve que c'est un peu facile, tu vois, c'est un peu too much. Je trouve que ça casse l'évolution du personnage. En fait, ça amène tout son truc qui commence à monter doucement en puissance. En fait, ça fait comme un flanc qui est... Je vois, Pierre, toi, tu parlais d'écriture narrative. Moi, je suis pas du tout d'accord sur Cobel, par exemple, mais sur Milchik en particulier.
Toi, tu sens une cohérence sur ce perso. Bah, moi, je sens effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours une tendance à appliquer, je trouve, quand on essaie d'examiner des personnages, la façon dont nous, on interprète leurs réactions et leur fonctionnement et la façon dont ils processent le monde autour d'eux et de l'appliquer avec nos façons de raisonner. Et moi, je trouve que dans ce qu'on te montre sur ce personnage, ces façons de réagir sont certes pas celles que tu pourrais attendre ou que tu pourrais voir dans d'autres circonstances, mais cohérentes avec ce qu'il montre avant. Et la direction qu'il prend et qu'il est en train de prendre, pour moi, la façon dont ça se déroule dans le dernier épisode et la scène du dernier épisode n'est pas terminée à la fin de saison. On ne sait pas comment la journée se finit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et son histoire à lui, elle part dans une direction et on va voir vers où elle continue. Mais moi, je trouve qu'ils ont gardé une certaine cohérence sur comment il agit et sur cette espèce de petit vase qui se remplit goutte d'eau par goutte d'eau de son expérience dans l'entreprise. De se retrouver à la place de Cobell et de se retrouver avec le traitement du board qui a quitté le call, des trucs comme ça. Et au contraire, je trouve que c'est intéressant de voir comment son caractère à lui se heurte à cette réalité de cette vision idyllique qu'il avait de la position. Et il y a des trucs qui ont commencé à changer et qui étaient marquants, je trouve, et notamment ce hit sheet, où c'est le premier moment où tu vois remettre en question sa hiérarchie et cette espèce de monde établi dans lequel il vit. Et moi, je trouve que c'est bien exécuté et je suis bien curieux de voir, parce que c'est un de mes personnages préférés, son évolution dans la prochaine saison et j'ai hâte de voir là où il se dirige. Et je pense pas que c'était cheap. Je pense qu'au contraire, ils le font avec beaucoup d'attention et que son développement est, je trouve, propre, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, on évoque des personnages secondaires. C'est rigolo parce que du coup, je pensais qu'on allait parler des 4 persos principaux. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, et moi, je suis d'accord parce que c'est ceux qui m'intriguent le plus au final, sont les personnages secondaires. Tu mentionnais Cobell. Moi, Cobell, par contre, je la trouve sans queue ni tête aussi. Je comprends pas. Ils ont sommé plein d'intrigues sur elle. Avec elle mais... Et il y a beaucoup trop de non-dits et de portes ouvertes. Encore une fois, moi, j'en reviens avec un arrêt de compréhension sur un personnage trop dilué. Ou pareil, Cobell, elle change, elle revient, elle son repart. Obsession avec Marc où tu comprends pas et qui demande à être un peu expliqué. Ou alors peut-être qu'il y a une raison et qu'on l'a pas encore qui est importante pour plus tard. Mais j'ai du mal pour l'instant avec Cobell, même si j'aime bien le personnage et notamment la présence qu'elle a est folle. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi elle était aussi impliquée dans la vie de Marc à un niveau personnel où tu sens que ça dépassait un peu le côté je suis le manager de la boîte. Et ça, j'aimerais bien comprendre pourquoi. On les mentionnera juste après. Benjamin, ouais, tu voulais réagir sur Cobell? Pour moi, Cobell, c'est le personnage le plus simple à comprendre de la série. En plus, moi, je trouve pas que ce soit mystérieux qu'elle soit dans la vie de Marc à ce point-là, parce que Marc, c'est Lumon. Lumon veut commercialiser un produit, il n'y a que Marc qui peut les amener au final. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont placé un de leurs agents dans sa vie privée pour justement contrôler tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, notamment le coup en saison 1 où il y a le livre du beau-frère qui est posé sur le pan de sa porte. Ça lui permet à elle d'aller le planquer, tu vois, pour éviter que... Mais il y a une histoire où ils l'ont pas placé, où c'est elle qui fait ça d'elle-même. Non, ils l'ont placé justement. Le board, ils savaient même pas qu'elle était impliquée dans la vie de sa sœur, etc. Qu'elle vivait à côté. Il la retrouve dans son bureau. Ah, comment ça, il ne le savait pas. La nana le logement qu'elle a, qui fait le porte-parole du board lui dit littéralement qu'ils ont découvert ces jagissements extra-corporatifs et qui trouvaient ça déplacé et pas approprié. Genre, à aucun moment, elle était supposée dans son rôle faire ça. C'est un truc qu'elle fait en décalé. Elle va chez lui, elle renifle des bougies, des trucs comme ça. Enfin, il y a un truc qui est creepy personnel et qui est justement hors de ça, qui est pas du tout sur le côté... Peut-être qu'à la fin de ce qu'on voit avec, en fait, on découvre que la technologie, il me semble que c'est elle qui l'a inventée, si j'ai bien compris, le plot final. Peut-être qu'il y a un aspect où, en fait, elle le considère comme son bébé parce que c'est tout ce qu'elle a construit, qu'elle a utilisé avec lui pour arriver à son paroxysme. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore. Et ça, je suis curieux, en effet. Mais... peut-être pour ça, effectivement, il reste du mystère, mais pour le reste, c'est juste un employé modèle qui a un manque cruel de reconnaissance et qui donc va se rebeller contre son employeur, qu'elle juge ne pas lui donner l'importance qu'elle estime mériter, et notamment parce qu'elle a inventé la technologie pour éviter de ressentir la douleur de sa mère. Il y a un poil plus qu'on va apprendre effectivement en saison 3, 4 jusqu'à la 7 pour faire un parallèle de noces. Mais toi, Olivier, les persos, ça fait partie de... Il n'y en aura que 4 d'ailleurs. Enfin, ou 3 d'ailleurs. C'est pas plus. Ah ouais, c'est cool. Il y a tout cet imaginaire et toutes ces réflexions que tu as eues. Est-ce que ces persos, un peu, tu les trouves bien écrites? Et pareil, tu disais que tu étais un petit peu attaché à eux. Et dans ces personnages dans lesquels tu es attaché, est-ce que c'est les 4 principaux ou est-ce que c'est justement les personnages secondaires que tu trouves extrêmement intéressants? Ou est-ce que tu t'en fous des persos, quoi? Et t'es en mode... Non, j'aime bien tous les persos.
Après, comme dans tous les shows, tu peux toujours trouver cet endroit, je trouve que ça aurait pu être fait différemment, etc. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est cohérent et je comprends leur motivation. Tu vois, si je devais résumer, je trouve que les acteurs, on l'a un peu cité, mais ça joue très bien, c'est bien écrit. Moi, ça me fait me poser plein de questions et je crois que je suis un peu moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'était toutes les questions philosophiques et éthiques que ça pose, plus que mais pourquoi tel mystère, il est comme ci et comme ça. Et donc, j'avoue que quand je vous écoute, il y a des endroits où vous posez de bonnes questions, mais pour moi, c'est un peu secondaire versus ce que ça m'apporte par ailleurs. Donc, même là, sur les persos, est-ce que ça arrive au bon moment, de la bonne manière? J'avoue que j'ai pas d'avis fort. J'ai accepté ce qu'on me donnait et j'étais plutôt assez content sur chacun des personnages. Ouais. J'ai des idées, mais je trouve pas particulièrement intéressant, quoi. En fait, je pense que dans toutes nos analyses depuis plusieurs années, là, il y a toujours un truc où, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu l'acceptation d'effacer la réalité pour te laisser embarquer. Et je pense qu'on est tous sensibles. Suspension of disbelief. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on est tous sensibles, pour des raisons différentes, à vouloir faire ça, pour ne plus pas analyser la série de manière complètement analytique comme on vient de le faire là, tu vois, comme Benjamin, tu dis, en fait, là, il aurait dû cutter et tout, mais pour te laisser porter. Et je pense que là, Olivier, pour toi, c'est vraiment, ça tire tellement sur les ficelles, des pelotes de laine dans ta tête, tu vois, qui se déroulent, versus peut-être Benjamin, où t'as moins accroché parce que tu te dis, en fait, c'est juste une critique de l'entreprise, so what? Et du coup, tu suspends pas ce belief et tu vas un peu dans les détails et du coup, ça perd forcément. Attention, j'ai adoré la série. Je trouve juste que l'exécution en saison 2, elle est plus cheapos qu'en saison 1, même si il y a des trucs intéressants à sauver et tout. Mais je trouve juste que c'est un peu plus grossier pour moi. Du coup, Master Chias, c'était un mensonge, tout ça. C'est ça que tu es en train de nous dire. Je suis au bout d'une heure pour apprendre ça. Dis-le dès le début. Hein. Ouais, je suis un peu triste, quoi. Mais pour le coup, je trouve que tu as bien résumé le truc, Thomas. Et en tout cas, pour moi, c'est une belle expérience qui doit tirer les bonnes pelotes. Parce que pour toutes les raisons éthiques, philosophiques et tout. Et je trouve que c'est pas si souvent. Et surtout, ça faisait un moment, en tout cas, j'avais pas vu un aussi bel objet. C'est-à-dire que c'est pas tiré d'un livre, c'est pas tiré d'une œuvre connue, c'est pas un remake, c'est un univers ficelé qui se tient avec des très bons comédiens. La mise en scène, je la trouve, on l'a un peu évoqué, mais pas forcément beaucoup. La photographie, la couleur, tout est hyper bien travaillé. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez diguer, d'écouter Jessica Lee Gagné, qui est la directeure de la photographie et notamment la réalisatrice. C'était sa première réalisation, l'épisode sur Gemma, et où on voit la vie notamment du Mark Houghty et de Gemma à l'extérieur. Et c'est assez incroyable. Le niveau de détail, moi, m'a bluffé. C'est-à-dire, par exemple, en diguant un peu, j'ai appris que chez Lumon, dès qu'ils sont à l'intérieur, tous les mouvements de caméra sont faits avec des bras robotisés, donc hyper pas naturels. La lumière est donc comme celle d'une entreprise, tu n'as jamais le contrôle de la lumière, elle est hyper froide, elle est permanente, elle est partout dans les moindres recoins, là où dès que tu sors à l'extérieur, on est plus sur des caméras, des mouvements plus fluides avec des vrais caméramans et une lumière qui est plus réaliste, où c'est quand on est par exemple dans l'intérieur de chez Marc, on voit comme si c'était lui qui éclairait et qui allumait le truc. Elle a même été jusqu'au point où elle a vécu dans la maison qui a servi pour les flashbacks de la vie de couple. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée, par exemple, de la scène où à un moment, quand il y a des policiers qui viennent lui dire qu'elle serait morte, on voit d'abord la lumière à travers le bureau venir taper sur tous les murs. Et ça, c'est un truc qui lui est venu parce que quand quelqu'un arrivait, c'est ce qu'elle voyait. Et je trouve que ce niveau de détail, de craft, d'artisanat, en fait, pour une série de ce calibre... Donc, c'est la concomitance de tout ça qui fait que moi, je trouve que c'est un bel objet et que vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je le mettais sur le côté un peu le Apple de la série. Parce que c'est justement ces niveaux de détail et cet esthétisme assez particulier. Et notamment, tu vois, tu mentionnais la photographie, toujours 3 couleurs, une couleur qui ressort et 2 couleurs un peu lentes. Il y a des graphiques qui tournent, qui montrent précisément certaines scènes, la couleur qui se révèle versus les 2 couleurs de tons plus profonds. Enfin, je suis pas designer, mais et tous ces trucs-là, en fait, c'est ça qui m'a fait penser. Et tu le résumes bien. Et c'est là où le côté artsy
prend tout son sens. Ce que tu dis, c'est un bel objet. Et pour moi, j'aime cette série en tant qu'objet, en tant qu'entité un petit peu particulière, tu vois. Mais le problème que j'ai, c'est effectivement que dans cette saison 2, elle a enlevé, sous couvert de vouloir trop en faire, ce qui, moi, me permettait de rentrer dans cet univers. Et cet univers que je trouvais particulièrement bien écrit, particulièrement attrayant, parce que je suis fan de trucs qui peuvent être un peu des réalités parallèles, des uchronies, des trucs comme ça. Et j'étais un petit peu déçu, et c'est là où je rejoins un peu l'avis de Benjamin, sur un défaut d'écriture. Pour moi, c'en est un, en tout cas, à mon sens, tu vois, qui n'a pas réussi à me captiver et à capturer le monde que je projetais dans ma tête, mais du coup, c'est très personnel. Et ce que j'attendais de cette série, de cette saison, j'ai pas été satisfait. Et du coup, j'entends que c'est clairement extrêmement personnel, tu vois. C'est ce que moi, j'attendais dans mon petit être qui voulait être nourri de cet univers que je trouve absolument incroyable, tu vois. Et voilà, ça m'a manqué un peu. Pour leur défense, je sais pas si c'est lié, je sais pas si ça aurait changé quoi que ce soit, mais ça fait partie de ces nombreuses séries qui ont été marquées et interrompues par la grève des scénaristes et des acteurs. C'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à sortir la saison 2. Je sais pas si ça aurait changé quoi que ce soit, non, mais ça a certainement dû jouer un petit rôle quelque part. C'est possible. Les amis, on est déjà plus d'une heure. Je voulais qu'on termine par le bon nombre de théories et d'avoir vos avis sur ces quelques théories. Alors, on va peut-être pas toutes les faire parce qu'il y en a une vingtaine quand j'ai commencé à chercher. La première, on va parler de une que j'ai pas écrite d'ailleurs dans notre préparation, parce que vous le savez, on prépare les podcasts dans Critique Biaisée, nous sommes professionnels. Nous parlions de Cobell, inventrice peut-être de la technologie. Une des théories qu'il y a, et vous me dites si vous y croyez, si vous y croyez pas, si c'est pété, si c'est de la merde, si vous en avez une autre. Parce qu'on voit des trucs sur sa mère potentiellement, est-ce qu'en fait, on n'est pas dans un truc où la technologie de Lumen serait pour réanimer des personnes brain dead en leur refidant des émotions, et que la next in line pour justement être réanimée, peut-être qu'en fait d'ailleurs Gemma a été réanimée par les souvenirs machin bidule, est-ce que Cobell, sa mère, serait pas la prochaine personne à bénéficier de cette technologie et c'est pour ça qu'elle est complètement pétée avec Marc, tout ça bidule? Non, mais j'y crois vraiment. Alors, moi, je ne pense pas. Je pense que l'explication, elle est un peu plus simple, elle est un peu fidée comme ça en tout cas. C'est quand elle arrive à, je crois que c'est Salt Neck, la ville, ou Salty Neck, un truc comme ça. En fait, elle rencontre le mec avec qui a bossé avant, qui est accro, je crois, à l'éther, justement. Il s'en fout dans le pif et ça lui permet d'arrêter de souffrir. Et de ce que je comprends, moi, c'est que dans leur interaction, elle en prenait aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu potes de défonce aussi. Et avec l'interaction avec la tante, tu comprends qu'elle n'était pas là pour la mort de sa mère. On suppose du coup que c'est parce qu'elle était complètement défoncée. Et qu'en fait, pour moi, elle a inventé cette technologie justement pour séparer sa souffrance, parce que c'est ce qu'elle faisait avec l'éther en fait. Elle coupait sa souffrance qu'elle ressentait dans le travail, parce que c'est une enfant, du travail d'enfant, etc. C'était compliqué. Et elle a inventé ça du coup pour arrêter de souffrir. Je pense que c'est juste ça l'explication, c'est qu'elle a inventé un dispositif permettant de couper ses émotions entre guillemets. C'est pas exactement ça. Le truc que tu tires sur la défense, il est vachement extrapolé parce que c'est là où elle était à l'école ici. Et le moment littéralement dont elle parle, c'est elle était pas là au moment de la mort de sa mère parce qu'elle était dans l'école d'exécutants de Lumen. Elle était en train d'être brainwash. Elle faisait carrière. Je pense pas que ce soit ça, parce que vu la tante, à quel point elle est fanatique de l'entreprise, si jamais t'étais à l'école, donc t'étais pas là pour la mort de ta mère, elle lui renverrait pas la gueule, ça serait presque un truc de fierté. Là où la tante, tu sens qu'elle a un grief contre elle. Mais elle le fait dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle lui reproche de pas être contente d'avoir mis ses études en avant de la mort de sa mère. La situation, elle est pas. Enfin, moi, j'ai regardé ça il y a 2 heures, donc pour moi, c'est pas du tout flou, ça. Genre, c'est clair et cohérent le côté où elle était dans la situation. Mais par contre, ce qui me pose problème dans cette théorie, c'est que la mère, elle est dépeinte très clairement comme ultra anti-Lumen et aux antipodes de tout ce que l'entreprise voulait. Et c'est la shame de sa sœur. Enfin, si c'est bien sa sœur, parce que moi, j'ai pas tout à fait compris leur situation familiale. Je crois que c'était la tante, ouais. C'était la sœur de la mère. Ouais. Pas bien entendu alors. Mais c'est ce que j'ai compris aussi. Il y a aucun monde où ils vont la réanimer. C'est ce que j'ai compris aussi, c'est qu'elle faisait carrière, elle était, etc., en train de travailler. Par contre, le thème de la souffrance, et je crois qu'il y a eu un passage où le truc qui faisait vivre cette ville, c'était une usine, ça avait l'air d'être une usine chimique, donc probablement qui fabriquait des médicaments ou des trucs, des machins. Donc je pense que tu sens aussi que c'est une thématique récurrente chez Lumen, mais dans laquelle elle aussi s'est retrouvée. Et effectivement, je pense que le deuil de la mère joue un rôle, puisqu'on le voit dans son petit hôtel un peu à Kir, etc. Ouais. Il y a ce truc qui vient de l'appareillage de sa mère
dans la saison 1. Donc je pense qu'il y a une thématique autour de cette idée de la souffrance et de l'éradiquer et de dissocier cette souffrance, et que c'est pour ça qu'elle invente a priori la dissociation. La nouvelle techno. Ça, Ok, oui, je veux donc bien le croire. mon délire de Brain Dead, c'est mort. Ok, je suis un peu triste que j'aurais rêvé de zombies dans la saison. Mais je pense- mais pas comme c'est dépeint, je trouve. C'est que Je pense l'idée pas, de c'est spécialement Ok. pour sa mère, etc., j'y crois pas. Mais peut-être qu'il y a une histoire avec ça, c'est un peu flou encore. Je pense pas, et moi, si je devais avoir je pense pas. une hypothèse sur comment Gemma se retrouve là, c'est plus une hypothèse de quelqu'un qui était tellement en souffrance qu'elle finit par croire au culte. Et je pense qu'elle a rejoint Lumon volontairement, puisqu'on voit une scène dans les flashbacks où elle est avec les espèces de cartes, par correspondance, elle reçoit des espèces Gemma de cartes. Ouais, Gemma, tu sais, des cartes où tu vois un personnage qui se bat contre lui-même, ce qui est une référence à Lini et Lauti, qui sont des cartes qui sont fabriquées par Lumon, etc. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les flashbacks, que ce soit l'endroit où ils se rencontrent avec Marc, c'est un truc de don du sang qui est avec le logo de Lumon. Ouais. Ils vont ensuite avoir des problèmes de fertilité, ils vont aller à la clinique de la fertilité qui est aussi une clinique Lumon. Et on voit d'ailleurs le docteur qui après, voilà. Et ensuite, elle reçoit ces cartes qui sont en fait des cartes fabriquées par Lumon. Donc si je devais émettre une hypothèse sur comment Gemma, à un moment, elle se retrouve là ou pas, c'est plutôt parce Elle qu'elle a rentre dans le culte. choisi d'y aller en se disant que ça allait l'aider, et qu'après, elle se retrouve un peu prise au piège d'un truc qu'elle finira par regretter. Ouais, comme une secte, quoi. Un petit peu. Comme une On est secte, d'accord en qu'ils fait. y répondent pas, ils te montrent pas le moment de son Non, accident. non, ils le montrent pas. Non, justement et pas, c'est pour ça que c'est une théorie. Ok, C'est une d'accord. hypothèse, Ok, ouais. C'est une bonne d'accord. hypothèse, Ah oui, j'aime bien. que ce soit volontaire. Parce que moi je pensais qu'elle était genre dans le coma et qu'ils c'était l'ont ça. soignée. Et Non, je pense elle qu'elle est a aucun revenue. accident. Mais je pense que Mais c'est après, il y a un truc complètement. bizarre, il y a Marc qui dit clairement j'ai vu le corps mort en fait. Et ça, c'est Peut-être qu'ils trop l'ont bizarre. C'est vrai qu'il dit ça à un Après, moment. ils ont pu le faker. Oui. En vrai, tu vois, vu la puissance et la thune de Lumon, bon. Cobel dit pas à un moment donné justement qu'ils ont assez de contacts chez les croque-morts, mais les médecins légistes, etc. justement pour Pour quand ils sont faker, dehors, là, quand elle lui parle, je crois qu'elle lui dit un truc comme ça. Ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien la théorie de elle rentre finalement volontairement dans cette expérience, qu'elle a l'air à. Ouais, j'aime bien. Et ça suit la logique voir de ça. ce qu'on nous montre dans la saison 2, qui est que c'est quasiment une secte, et que Ouais. à la fois les employés, tu vois, ils sont dans des camps d'enfants Ouais. très fascisants, machin, etc. Donc, si tu acceptes cette réalité du monde, il y a quand même une forte chance que on le voit un peu d'ailleurs, je crois, dans la saison 1, des détracteurs à cette technologie et à cette hégémonie de cette entreprise, mais il doit aussi y avoir des adorateurs, quoi, comme aujourd'hui un Musk l'incarne, tu vois, où tu as des gens qui adorent le personnage et ses boîtes, et des gens qui le trouvent détestable. Donc ça serait pas déconnant qu'à un moment où le couple s'étiole, où tu es en souffrance et tout, tu finisses par... Que ce soit J'aime sa bien. scientologie, elle, quoi, en mode. Elle rentre dans un culte. Ah ouais. Ok. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais... Deuxième petite théorie. Est-ce que vous pensez que les chèvres qui ont un cerveau très proche de celui de l'humain, j'ai réalisé que, en fait, on était tous des chèvres. Hein. On dit souvent, je suis le goat, mais je pense que c'est biologique, en fait, tout simplement. Est-ce qu'elles sont utilisées pour cloner des cerveaux sans douleur et qu'après on les réinjecte dans le corps des gens? C'est une théorie qui traîne sur Internet, en gros, qu'on utilise ce cerveau comme proxy. C'est pour ça qu'on bute les bébés chèvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ou est-ce qu'il y en a une autre? À quoi servent les chèvres? Pourquoi? Tu les as chopées où les théories juste pour savoir Mec, ce que j'irais pas. faut Reddit, faut chercher quoi. Il y a vraiment ça sur Reddit? Bah a priori. Il y a tout sur Reddit. Ah putain. Je pense que mon avis, c'est que c'est plus lié. La figure de la chèvre et de la pureté de la chèvre est assez, toujours dans cette empreinte religieuse, est assez connue. Et t'as à la fois des dieux, je crois, grecs ou romains, etc. Et même dans le satanisme, c'est une figure qui est pas mal utilisée. Donc je pense que c'est plus des espèces de références pseudo-religieuses encore une fois, appuient le côté très sectaire de cette organisation, mais je sais pas. C'est moins marrant. Une fois n'est pas coutume, je serais totalement d'accord avec Olivier, puisque c'est littéralement l'agneau sacrificiel, quoi. C'est vraiment le tribut que tu fais à Dieu. C'est le truc qui a l'air évident, mais je me pose la question quand même. Alors, mais c'est vraiment, je comprends la théorie, parce que je me demande aussi s'il n'y a pas un truc de plus. Parce que, effectivement, tu vois la métaphore assez obvious, mais derrière le truc de la synchronisation, du sacrifice et tout, je me demande s'il n'y a pas aussi peut-être une notion un peu
où la métaphore explique un procédé technologique qu'ils ont, et peut-être qu'ils en ont besoin et qu'ils l'ont déguisé en métaphore, et qu'il y a un truc avec la chèvre qui la guide. Enfin, est-ce que effectivement il y a quelque chose qu'ils implantent dans les cerveaux de chèvre et qu'ils récupèrent, ou je me demande s'il n'y a pas peut-être un truc de plus. Mais c'est vraiment en mode, je pense que c'est possible que ce soit pas aussi simple que la métaphore. C'est mon espoir. C'est mon espoir. Moi, je pense pas parce que tout simplement, factuellement, la chèvre, on la voit enfermée dans un caisson, il y a que sa tête qui dépasse. L'outil pour la tuer, c'est un pistolet à clous qui pointe sur son crâne. Donc si t'as un truc à récupérer dans le cerveau, t'évites de le transpercer avec un gros clou, quoi. Merde. Ouais. Non, mais je sais pas. En plus, non, parce que normalement, il me semble que c'est pour la. Il me semble que c'est pour la carotide, puis ils veulent récupérer le sang en général. Mais... Peut-être qu'ils veulent faire un curry. Peut-être. Très bon, un curry de chèvre. Un petit méchoui de chèvre. Un petit méchoui. On est parti. Je sais pas. Dernier petit dilemme, justement concernant Dylan. Il s'agirait d'un agent double et du fils de Keir. Voilà. Je pose ça là. Et ils le disent pas, mais pour moi, c'est la réincarnation d'une chèvre. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Je l'ai pas lu. Est-ce que vous pensez du coup qu'il y aurait des agents doubles? Est-ce que Dylan en fait partie? On mentionne beaucoup Burt étant aussi un petit peu sus. Voilà. Burt, il est bien plus sus que Dylan, ouais. Mais Dylan, il est trop simple. C'est le... Tu sens, depuis le premier épisode de la saison 1, c'est le gars un peu simplet, de quelque part. Il se pose jamais trop de questions, et quand il s'en pose, il a du mal à... il est toujours tiraillé, tu vois. C'est pas un mec qui fait double jeu. Tu sens que c'est pas le... simple, quand même, je trouve. Non, mais il est pas bête. Mais il analyse les choses un peu comme elles viennent, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Il est plus passif dans son histoire. Il prend pas beaucoup les choses en main, etc. Mais il a quand même un caractère et une forme d'intelligence qui est bien illustrée quand même. Il est malin. Bête. Il est super malin. Oui, moi, je trouve que c'est le personnage qu'on n'a pas creusé tout à l'heure, mais qui est peut-être le plus intéressant du point de vue d'une des thématiques qui est de... Est-ce qu'en fait, on peut considérer que c'est deux personnes différentes, Lini et Lauti, qu'on n'a pas trop abordé, mais il cite quand même dans la saison 2 que l'Église apparemment serait prononcée pour dire qu'ils avaient deux âmes séparées et que c'est deux individus séparés. Et je trouve que Dylan, justement, c'est peut-être le meilleur exemple de ça. C'est-à-dire où le Dylan de l'intérieur, c'est vraiment le premier de classe. On voyait que dans la saison 1, il était tellement content d'obtenir ces tout petits trucs et de faire ses devoirs vachement bien. Là où on découvre le Dylan de l'extérieur qui n'est pas du tout aussi talentueux, etc. Et donc, en fait, on voit des personnalités très, très opposées, quoi, du coup. Et dans le temps, plutôt opposé. Parce que ce que dit sa femme, c'est qu'elle lui rappelle lui quand il était plus jeune, en fait, quand ils se sont rencontrés. Et je pense que ça rejoint plus le truc de Tom, tu sais, de l'adolescence et de l'enfance, où il récupère un peu ses facultés d'avant. Moi, j'ai répété juste. Je voulais pas m'attribuer. Non, le parallèle, l'adolescence et... Ah, pardon, excuse-moi. Oui, non, excuse-moi, c'était toi. Quand on m'attribue des choses intelligentes, ça non, mais... C'est vrai que ça arrive tellement peu souvent. C'est pour ça qu'il faut remettre l'église au centre du village. Mais pardon. Mais du coup, moi, je reconnais plus cet aspect-là, tu sais, du côté où il récupère, c'est ça, une personnalité de lui plus jeune sans ses traumas, et sa femme retrouve ça chez lui, que vraiment la dissociation de deux personnes différentes. Ok. Bon, bah écoutez les amis, ça fait un petit moment maintenant qu'on parle de Severance. Effectivement, on aurait pu encore en parler beaucoup plus. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être si vous le voulez, on fera un critique biaisé épisode 3, enfin saison 3, pardon. Si jamais la série continue d'être aussi populaire, si notre audience le souhaite, nous le ferons et nous irons encore plus loin sur les personnages, etc. Avant de vous quitter, chers amis, je voulais annoncer le prochain podcast qui sera sur une série aussi absolument fantastique, qui pour le coup ne ressemble pas à Lost parce qu'elle se renouvelle à chaque saison. Nous allons parler de... White Lotus, bien sûr. Une série absolument fantastique qui traite d'un hôtel de luxe et de tout ce qui peut s'y passer. C'est bien peu de le dire. Ah, ça remue la tête. Olivier n'est pas d'accord. Nous allons avoir du débat. C'est fantastique. Et afin de vous quitter dans bon terme, je vais laisser, et ça va peut-être être une tradition de critique biaisée, Benjamin nous donner le mot de la fin, mot écrit MAUX, parce que souvent il en a gros sur la patate. Donc Benjamin, ton outro. Compliqué. Et non pas ton outil, parce que on va aller dans un sens qui est quand même assez triste, c'est que je vais être obligé d'adopter une DA qui est continuelle et sur le thème de la merde, puisque ça a commencé comme ça. Pas obligé. Ne sommes pas obligés, Benjamin. Non, mais c'est trop tard. Les dés sont jetés. Et je n'ai pas encore vu White Lotus.
mais j'espère que contrairement à l'autre Lotus que j'utilise, je ne me torcherai pas avec la série.